La Bibliothèque nationale de France. Un nouveau cycle de conférences invite historiennes et historiens à exposer leurs méthodes et outils de travail et à interroger la façon dont ils écrivent l'histoire. Denis Forest se penche dans cette séance sur la notion d'explication historique. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, je vais dire que je suis très heureux d'avoir pu co-organiser ce cycle de conférences avec l'appui de Frédéric Monfrein, de Yann Kergenteuil, que je connais en fait depuis assez longtemps, et du service histoire de la Bibliothèque nationale de France, et ce, donc, dans ce lieu tout à fait privilégié qu'est la BNF, vis-à-vis duquel j'ai une gratitude d'usager, pour avoir tout simplement été un lecteur depuis de nombreuses années dans ce lieu. Je vais pas revenir sur les motifs du cycle qui ont été rappelés par Yann, et donc je vais passer tout de suite à l'objet du jour. Pour clore ce cycle, je voudrais présenter ce que je vais appeler la philosophie de la connaissance historique sous l'angle de la question de l'explication. Donc on pourrait sans doute prendre la philosophie de la connaissance historique sous d'autres angles. Et je vais en même temps présenter l'histoire de cette philosophie qui, je crois, est une histoire extrêmement méconnue. Et puis je vais essayer dans un dernier temps de montrer comment on pourrait essayer de prolonger aujourd'hui cette histoire, peut-être avec un petit déplacement méthodologique par rapport à de très grands et très illustres aînés. Voilà, alors pour commencer tout de suite, et pour que ça soit totalement clair, je vais faire la distinction entre le genre de philosophie dont je vais parler et le genre de philosophie dont je ne vais pas parler du tout. Donc pour que ça soit totalement clair, il faut faire une distinction entre la philosophie de l'histoire et la philosophie de la connaissance historique. Alors en un sens c'est très simple, en philosophie de l'histoire, le philosophe, du haut de sa chair, s'intéresse au sens du processus historique et avec une certaine immodestie prétend nous éclairer sur ce sens. Prétend ou prétendait d'ailleurs, parce que je ne connais pas beaucoup de philosophes de l'histoire vivants. Il brosse donc le tableau d'une histoire totale de l'humanité, il explicite souvent une tendance immanente au processus historique, et tout cela c'est exactement ce que je ne ferai pas et ce que je n'essaierai pas de faire. En revanche, en philosophie de la connaissance historique, vous interrogez non pas le sens de l'objet histoire, mais la nature de la discipline ou des disciplines qui étudient cet objet. Et donc, on va se poser des questions du genre, que font ces gens que nous avons écoutés au cours de ce cycle, qui font de l'histoire croisée, de l'histoire contrefactuelle, de l'histoire globale, de l'histoire environnementale? Quel genre de connaissances produisent-ils? Et en la matière, si on adopte, comme on le fait souvent en philosophie des sciences, qui est ma discipline, un point de vue pas seulement descriptif, mais un point de vue évaluatif, alors on se pose la question de savoir quels sont les critères de qualité du travail, du genre de connaissance, lorsqu'on essaye de produire une connaissance de type historique. Voilà. Donc, en fait, on va adopter par rapport à l'histoire ce qu'on pourrait appeler une position méta. Position méta, c'est assez simple. De même que vous avez des locuteurs d'une langue, vous avez le linguiste qui adopte une position méta par rapport à la langue quand il essaie de comprendre comment elle fonctionne. Et donc, par exemple, connaissance historique, on va préciser comment c'était, mais aussi, dans certains cas au moins, pourquoi c'est arrivé. Ça, c'est le travail des historiens. Interrogation métahistorique, que fait-on quand on produit de la connaissance historique? Vous voyez que ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on appellerait philosophie de l'histoire ou recherche d'un sens caché ou, par exemple, d'un progrès dans l'histoire. Voilà. Alors, il y aura donc des questions en philosophie de la connaissance historique. Je vais en énumérer simplement 3 pour vous donner une idée de ce sur quoi on pourrait réfléchir. Premièrement, peut-on expliquer en histoire et pas seulement constituer une chronique du passé? Alors je fais référence en particulier à un article assez connu dans le champ d'un philosophe qui s'appelle Arthur C. Danto, qui en France est uniquement connu pour ses travaux d'esthétique et d'esthétique de l'art contemporain, mais en fait il a aussi réfléchi sur l'histoire et signé des travaux en ce qu'on appelle philosophie analytique de l'histoire, et c'est lui qui avait proposé et défini un concept de chronique. Qu'est-ce que ce serait qu'une chronique? Ce serait une simple restitution des faits passés, ce serait un enregistrement mécanique de tout ce qui se produit au cours du devenir historique. Et donc la question c'est si l'histoire c'est pas simplement un simple enregistrement mécanique des faits, et de la totalité des faits, alors qu'est-ce que c'est et est-ce qu'elle peut avoir une dimension explicative? Ça, ce serait un premier type de question. Deuxième type de question, quelle relation entre l'histoire des historiens et la scientificité en général? Alors là, on rentre dans des problèmes du genre, est-ce que les historiens sont des, entre guillemets, scientifiques? Et dans quel sens on prendrait science si on admet que les historiens font de la science eux aussi? Troisièmement, il y aurait des questions du genre, n'y a-t-il d'histoire que des choses humaines, ou peut-on parler d'histoire de la nature?
Alors voilà aussi un philosophe qui, en France, n'a suscité à peu près aucun intérêt, mais qui est tout à fait intéressant, qui s'appelait au XXe siècle Robin George Collingwood, qui était à la fois philosophe et archéologue. Et Robin George Collingwood avait une thèse tout à fait radicale sur le fait qu'on ne peut pas parler d'histoire de la nature, mais on peut exclusivement on doit réserver exclusivement le terme histoire pour les choses humaines. Et il avait des arguments que personnellement je trouve pas très probants, mais qu'il faut avoir rencontré une fois dans sa vie, pour dire qu'en fait il y avait simplement du devenir naturel, mais il n'y avait pas à proprement parler d'histoire de la nature. Mais je ne veux pas du tout vous décourager de lire Robin George Collingwood, qui était quelqu'un de tout à fait intéressant et qui mériterait d'être plus connu qu'il ne l'est. Vous savez, en philosophie, il y a des gens, on pourrait les oublier. Collingwood, ce serait mieux de s'en souvenir. Voilà. Alors je vais donner 3 précisions avant de rentrer dans le vif de mon sujet. La première précision, c'est que bien sûr, ne soyons pas trop immodestes en philosophie, les philosophes ne sont pas les seuls chercheurs à pouvoir adopter une position méta. Et en particulier, les historiens eux-mêmes sont parfaitement capables d'adopter une posture réflexive par rapport à leur travail. On en a eu quelques échos dans le cycle de conférences précédents. Par exemple, ce livre n'est pas tout récent, sa première édition est de 1971, mais Paul Venn, historien important en France, en particulier du monde romain, livre toujours admirable sur le pain et le cirque, eh bien, il avait écrit ce livre méthodologique extrêmement provoquant qui s'appelle « Comment on écrit l'histoire » et dont je ne parlerai pas en détail, mais je voulais vraiment le rappeler comme un exemple d'historien qui réfléchit sur ce que c'est que l'histoire. Je suis d'ailleurs assez largement en désaccord avec le contenu de ce livre, mais il n'en est pas moins bon et il faut toujours rendre hommage aux gens avec lesquels on n'a pas finalement pas des affinités totales avec leur thèse, mais ça reste quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc la position méta ou la posture méta peut parfaitement être adoptée par l'historien lui-même. Le philosophe n'a pas d'exclusivité en la matière. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais vraiment insister en commençant, c'est bien sûr, il n'y a pas d'alternative du type l'histoire est toujours ou n'est jamais une recherche d'explication. C'est-à-dire que je pense que si on posait la question en ces termes, alors à ce moment-là, on perdrait d'abord on s'enfermerait dans des faux débats, et puis deuxièmement, on perdrait de vue que bien sûr, il y a une très grande hétérogénéité du champ scientifique et des manières de faire de l'histoire, mais il y a également une très grande hétérogénéité des raisons pour lesquelles on peut faire de l'histoire ou des raisons pour lesquelles on peut en lire et on peut s'y intéresser. Donc je dirais que dans l'histoire, il y a une dimension descriptive qui est celle de satisfaire la curiosité humaine en tant qu'on cherche à savoir comment c'était, et d'une certaine manière, une fois qu'on sait comment c'était, eh bien, on est content, on a atteint un but et on est gratifié par le fait d'atteindre ce but. Et puis, il y a une dimension éventuellement explicative qui est une dimension de recherche d'intelligibilité, savoir pourquoi ce qui a été a été. Alors peut-être que ça a l'air plus ambitieux, mais à aucun moment je voudrais dire que soit tous les travaux sont explicatifs, soit aucun ne l'est, et je voudrais pas dire non plus que la dimension descriptive n'a aucune espèce d'importance ou aucune espèce de dignité. Car bien sûr, il y a un plaisir de l'histoire qui est le voyage dans le temps. Tout à fait au hasard, en me promenant dans Paris, j'ai découvert récemment cet ouvrage de Bennimer qui est Smocce. Smocce, en fait, c'est la rue de Smocce, c'était la rue du Dragon à Varsovie. Et en fait, c'est la biographie d'une rue juive de Varsovie. Donc, on peut très bien, grâce au livre de Bennimer, savoir à quoi ressemblait ou apprendre à quoi ressemblait une rue juive de Varsovie dans les années 30. On peut en retrouver l'atmosphère et l'animation, on peut en découvrir l'habitat, on peut entendre le yiddish qu'on y parlait. Et bien sûr, il n'y a aucune raison de dévaloriser la simple restitution du passé. Savoir ce qui a été, c'est très très important. C'est très très important, même si bien sûr, il y a d'autres accès possibles il y a d'autres moyens possibles de la restitution du passé. Et par exemple, si on s'intéresse à ce qui intéresse Bennimer dans son livre, à savoir la culture juive d'Europe centrale entre les deux guerres, eh ben, on tombera sans doute sur les magnifiques, j'ai envie de dire, vraiment merveilleuses photographies de Roman Vishniak, ce très grand photographe du XXe siècle. Ici, ce sont des écoliers juifs en Ukraine dans les années 30. Et je dirais, c'est un autre accès au passé qui est un accès extrêmement important. Roman Vishniak a énormément documenté l'Europe centrale et d'ailleurs bien d'autres choses. Ces photographies sont vraiment très précieuses. Mais je dirais que de même qu'on n'a pas à choisir entre la dimension explicative et la dimension descriptive, après tout, suivant les travaux, on aura davantage de l'une ou de l'autre. De même, on n'a pas à choisir entre la voie photographique de l'accès au passé, vers l'accès au passé, et la voie de forme d'enquête historique comme celle de Bennimer sur cette rue
particulière à Varsovie, lui soulignant d'ailleurs que l'enquête historique, elle permet de différencier entre les rues. Et d'ailleurs, il dit que parfois les photographies de Vichniac, on aimerait bien savoir exactement où est-ce qu'il les a prises, plutôt qu'avoir les prendre comme des éléments d'une sorte de culture globale à l'intérieur de l'Europe centrale, en donnant à l'Europe centrale un sens extrêmement élargi. Voilà. Et puis, toujours sur ce point, en fait, je dirais que cette dualité entre dimension descriptive et dimension explicative, pour prendre des repères, qui me semble important, en fait, elle correspond à deux manières de caractériser l'histoire, dont deux grands historiens allemands du XIXe siècle sont restés comme les symboles. Parce que je pense qu'il y a une distinction à faire entre le fait que l'écriture de l'histoire, c'est quelque chose qui existe depuis l'Antiquité, mais qu'il se passe quand même quelque chose d'extrêmement important au XIXe siècle, c'est la professionnalisation de l'histoire comme une spécialité académique et universitaire. C'est le moment où l'université s'empare de l'histoire et où il y a des gens dont ça devient non plus le hobby, non plus l'activité le dimanche ou le soir, mais quelque chose qui est de l'ordre de la profession. Et donc, Léopold von Ranke, c'est au XIXe siècle le modèle de l'historien devenu un professionnel de l'histoire, avec une grande chaire à Berlin ou d'autres, dans quel autre lieu il y aurait pu y avoir la création d'une grande chaire d'histoire que Berlin. Et Ranke, non seulement de ce point de vue, c'est une figure de référence, mais c'est quelqu'un qui recommandait le travail sur archives et qui restait associé à la visée d'objectivité. Dire ce qui a été purement et simplement, montrer le passé tel qu'il a été. C'est quelque chose qui a été, bien sûr, son œuvre ne se résume pas à cela, mais c'est quelque chose qui lui est très souvent associé. Et puis, en face, il y a Johann Gustav Droysen, qui est un autre historien allemand. Et Droysen, c'est l'idée que, en fait, cette critique des sources ou cette volonté d'objectivité ne suffit pas, mais qu'il n'y a pas seulement en histoire l'établissement des faits, mais il y a aussi, pour reprendre le sous-titre de ce cycle de conférences, il y a la part d'interprétation, il y a le comprendre, même si pour sa part, en fait, Droysen, lui, il refusait en histoire d'utiliser le concept d'explication qu'il réservait plutôt aux sciences de la nature. Donc, d'une certaine manière, je dirais que suivant les travaux, suivant les styles des historiens, on aura cette ambition descriptive ou en plus cette ambition explicative. Et d'une certaine manière, ça se retrouve chez ces deux figures fondatrices de l'école allemande qui sont tout à fait emblématiques de la professionnalisation de l'histoire au XIXe siècle. Voilà. Et puis la troisième précision que je voulais faire, c'est en fait depuis quand est-ce qu'il y a une philosophie de la connaissance historique ? Je dirais il y a une philosophie de la connaissance historique depuis qu'il y a une philosophie des sciences spécialisées. En fait, les origines historiques de la philosophie des sciences sont assez mal connues et c'est en particulier cette très brillante historienne et philosophe américaine qui s'appelle Laura Snyder qui m'a fait réfléchir davantage à cette question. En un sens, bien sûr, on réfléchit sur la science depuis longtemps, mais là aussi, des ouvrages spécialisés de philosophie des sciences dans le sens actuel, il n'y en a peut-être pas tellement avant le XIXe siècle. Et dans ce livre assez distrayant, mais en même temps très très intéressant de Laura Snyder, qui s'appelle le Club des petits déjeuners philosophiques, en fait, elle raconte un moment de l'histoire intellectuelle de l'Angleterre. Ça se passe en gros fin 1812, printemps 1813. En fait, 4 jeunes gens font ce que font parfois les jeunes gens, à savoir refaire le monde. Et ces 4 jeunes gens vont tous avoir des carrières extrêmement brillantes après. Charles Babbage, qui est connu comme mathématicien, on dit souvent comme un des précurseurs de l'informatique. Richard Jones, qui est un économiste qui va essayer d'appliquer les mathématiques à l'économie. Et puis John Herschel, qui est un astronome important du 19e siècle comme son père, mais aussi à l'occasion un philosophe, et enfin l'un des personnages centraux de cette intervention, de cette conférence aujourd'hui, qui est William Whewell. Donc je dirais que d'une certaine manière, dès qu'il y a quelque chose comme une réflexion philosophique sur la connaissance qui se constitue comme une spécialité, on va avoir quelque chose comme une réflexion sur le genre de connaissance qui est associé à la connaissance qui est produit du point de vue d'une connaissance historique. Donc dès qu'il y a une réflexion sur la science en général, il y a aussi une réflexion sur les sciences historiques ou sur la connaissance historique.
Voilà. Alors maintenant, le plan. Alors le plan est très simple en fait. Il y aura 3 moments. William Whewell, dont je parlais à l'instant, et la place des sciences historiques à l'intérieur du tableau philosophique des sciences. Ensuite, je vous parlerai de Carl Hempel et de l'explication nomologique en histoire, donc l'explication par des lois. Et puis, troisièmement, je prendrai un exemple contemporain. Je changerai un peu de manière de faire, et je vous essaierai de vous expliquer pourquoi. Et je prendrai un exemple contemporain d'explication historique. On va aller chercher un travail historique particulier que j'estime particulièrement intéressant, mais on aurait pu prendre d'autres exemples, et puis on va essayer de dégager la conception d'arrière-plan de l'explication qu'on peut proposer à travers ce travail particulier. Voilà. Alors je commence par vous présenter, pour ceux à qui je n'ai pas déjà eu l'occasion d'en parler, William Whewell. En fait, l'une des ambitions de cette conférence ce soir, c'est de vous proposer d'élargir le panthéon philosophique. Vous savez, le panthéon philosophique, je suis bien placé pour le savoir, pour enseigner dans une université, il est extraordinairement appauvri et répétitif, et il y a des auteurs dont on parle beaucoup trop. Je ne donnerai évidemment pas de nom ce soir, mais il y a aussi des auteurs dont on ne parle jamais et dont on ferait bien de se souvenir. Et je pense que parmi les très grandes figures de l'histoire de la philosophie, il y a William Whewell, dont on ne parle strictement jamais en France, que l'on ne traduit absolument pas, dont il est assez difficile de trouver les ouvrages, etc., etc. Alors Whewell, c'était un personnage intéressant à plusieurs titres. D'abord, il était né dans un milieu extrêmement modeste, ce qui montre que l'Angleterre de l'époque de la reine Victoria n'était pas une société si figée que cela, parce que pour des jeunes gens extrêmement méritants comme lui, eh bien, tout le monde a vu très tôt qu'il avait des dons en mathématiques, et ça lui a permis, qu'il avait des dons pour pas mal de choses, ça lui a permis d'aller à Cambridge et de développer des talents qui ont fait de lui un polymathe, quelqu'un qui avait une connaissance approfondie d'énormément de sujets. À Cambridge, il enseignait la minéralogie et la philosophie morale, ce qui n'est pas absolument banal d'avoir deux spécialités aussi éloignées. Et puis, il a été aussi le professeur d'un certain Charles Darwin. Et Darwin, toute sa vie, a conservé un très grand respect pour son professeur, ce qui est toujours, bien sûr, une très bonne chose. Il avait gardé un très bon souvenir de la fréquentation de Whewell, et l'idée que Whewell se faisait de la science avait énormément compté pour le jeune étudiant et ensuite le jeune chercheur qu'a été Charles Darwin. Voilà. Alors, je vais commencer à vous parler d'Whewell, et dans l'œuvre de Whewell, qui est immense, en fait, il y a 2 monuments extrêmement impressionnants, qui sont des ouvrages en plusieurs volumes. Vous avez 1837, l'histoire des sciences inductives. En gros, c'est un tableau général des sciences, un peu comme vous avez chez Auguste Comte, mais dans un esprit très différent. Et le livre 18 de cette histoire, c'est les sciences palétiologiques. Je vais revenir tout de suite sur le sens de cette expression palétiologique. Et en 1840, Whewell récidive, et à nouveau, on a droit à un pavé, on a droit à un ouvrage monumental, qui s'appelle cette fois la philosophie des sciences inductives. Et qu'est-ce que c'est que la philosophie des sciences inductives? En gros, c'est la morale de l'histoire des sciences inductives. C'est une manière d'essayer de tirer des leçons méthodologiques sur comment on fait pour faire de la bonne science, comment les gens, qu'est-ce qui caractérise l'invention en science, qu'est-ce qui caractérise la découverte. Vous savez qu'après la découverte, il y a eu des philosophes pour penser qu'il n'y avait rien à dire sur la découverte, que c'était un processus extrêmement mystérieux. Mais non, Whewell pense qu'il y a des choses intéressantes à dire sur la découverte scientifique. Mais dans ce livre, il y a un livre 10 qui, à nouveau, revient sur la notion de palétiologie, la philosophie de la palétiologie. Alors, en quoi consistent ces fameuses sciences palétiologiques? Eh bien, les sciences palétiologiques, littéralement les sciences des causes anciennes, sont celles qui remontent du présent au passé. Ça devrait vous évoquer quelque chose dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui, puis qui expliquent un état de choses ultérieur à partir d'un état de choses antérieur au moyen de ce qu'il appelle des causes intelligibles. Et les exemples que donne Whewell de sciences palétiologiques me paraissent toujours aussi intéressants parce que, aux yeux de nos distinctions académiques actuelles, ce sont des sciences apparemment extrêmement éloignées. Donc, les exemples de sciences palétiologiques que donne Whewell sont la géologie, la glossologie, c'est-à-dire en fait la philologie ou linguistique historique, et l'architecture comparée, à laquelle il a également contribué. Et ce qui me paraît tout à fait frappant, c'est que si on se replace dans les années 1830-1840, en fait, aussi bien la géologie que la philologie ou linguistique historique, ce sont alors des sciences en plein essor. Ce sont des sciences qui font partie de l'actualité scientifique de l'époque. Et donc Whewell fait d'une certaine manière une philosophie à chaud sur des sciences qu'il appelle palétiologiques. Alors, les relations entre science et histoire pour Whewell. Les sciences historiques sont tournées pour Whewell vers l'explication de réalités qui occupent une portion particulière de l'espace et du temps. On se demande donc pourquoi ce résultat, ici et maintenant,
plutôt qu'un autre, au lieu d'être tourné vers la formulation de lois qui s'appliquent en tout lieu et tout temps. Donc, d'une certaine manière, les sciences palétiologiques sont un complément de l'entreprise scientifique. Elles ne cherchent pas ce qu'il appelle des lois de la force, comme par exemple les lois de Newton, mais elles cherchent en fait des conceptions capables de rendre compte de l'origine. Et donc, elles cherchent quelque chose qui a à voir avec l'explication de réalités particulières. Alors, de quoi est faite une science palétiologique selon Whewell ? Elle a 3 parties. Une partie phénoménologique ou descriptive, où on va enquêter sur les effets actuels, les résultats du processus historique. Une partie étiologique qui doit établir des lois causales. Ce sera donc des principes généraux de l'explication. Et une partie théorique qui est la synthèse de 1 et 2, qui permet de présenter le système total des faits, et donc là, qui permet de reconstruire à partir des traces présentes le chemin qui a mené jusqu'au présent sur la base de lois causales. Alors, en fait, ce qui me paraît particulièrement remarquable dans la tentative de Whewell, c'est de ne pas s'en tenir à la description et de se dire que l'analyse des sciences palétiologiques peut et doit être à la fois descriptive et évaluative. Donc il ne s'agit pas seulement de caractériser la démarche des sciences palétiologiques. Qu'est-ce qu'on fait en géologie, qu'est-ce qu'on fait en philologie historique quand on étudie l'histoire des langues et comment les langues se transforment dans le temps ou donnent lieu éventuellement à d'autres langues, mais sous quelles conditions elles produisent des explications plutôt que des pseudo-explications, c'est-à-dire comment elles arrivent à réaliser leur programme ou qu'est-ce qui fait qu'elles ne le réalisent pas. Donc, d'emblée, il y a une dimension pas simplement méta de l'analyse par rapport aux sciences palétiologiques, mais il y a l'ambition de chercher à voir par où éventuellement on pourrait trouver à redire à ce que des gens disent dans de telles disciplines. Et donc de ce point de vue, la géologie a une position tout à fait particulière, parce que du point de vue de Whewell, qui était fixiste du point de vue de la biologie, mais je ne reviens pas en détail là-dessus, à moins que vous ayez tout à l'heure des interrogations sur ce point. La géologie est l'exemple par excellence d'une science palétiologique en voie de constitution, donc il assiste à un essor de la géologie, mais le principal contemporain de Whewell en matière de géologie théorique, c'est Lyell, dont les principes de géologie sont parus entre 1830 et 1833, et Whewell a lu très très attentivement les principes de géologie de Lyell, mais il y a quelque chose qui le rebute dans le genre de travail explicatif que fait Lyell. Donc Lyell nous raconte bien l'histoire de la Terre et il nous raconte bien pourquoi la morphologie du globe, il essaye d'expliquer la morphologie présente du globe terrestre à partir de causes situées dans le passé, mais l'entreprise de Lyell paraît défectueuse à Whewell du point de vue de ses principes. Il pense que Lyell n'est pas totalement satisfaisant du point de vue du genre de principes qu'il donne à la discipline qu'il essaye de fonder. Alors, Lyell, on dit très souvent que c'est quelqu'un qui défendait une certaine idée de l'actualisme en géologie, c'est-à-dire l'idée que les causes qui ont agi dans le passé sont des causes identiques à celles qui agissent présentement pour sculpter le relief du globe, par exemple l'érosion, mais c'est également, on peut caractériser le travail de Lyell en termes d'uniformité, et donc la doctrine de l'uniformité, c'est donc l'uniformité des causes. Dans le passé et dans le présent, ce sont les mêmes causes qui interviennent lorsqu'il s'agit de sculpter le relief du globe, mais également un autre point qui retient l'attention de Whewell, c'est l'uniformité du rythme des processus en géologie, c'est-à-dire le fait que, fondamentalement, si nous avons des processus qui sont extrêmement lents aujourd'hui et dont les résultats sont imperceptibles, personne ne voit vraiment l'érosion sculpter les montagnes, dans le passé, on devait avoir un rythme des processus à l'œuvre en géologie qui devait être tout à fait comparable. Et là, je ne peux pas résister. Je sais qu'il ne faut pas projeter des textes très longs quand on fait des slides, mais je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer un passage de Whewell, car on ne montre jamais des textes de Whewell, on vous montrera des textes de philosophes bien moins importants que Whewell, mais je voulais absolument vous montrer la prose magnifique de Whewell et que nous essayons de lire un instant du Whewell. Donc la doctrine de l'uniformité, dans le cours de la nature, a parfois été représentée par ses partisans comme possédant un très grand degré de probabilité a priori. Il est contraire à la saine philosophie, a-t-on soutenu, de supposer que les causes des événements géologiques des temps passés étaient d'une espèce différente des causes à présent en action, si les causes à présent en action peuvent, de quelque manière, expliquer les faits.
Donc en gros, ce que dit là Whewell, c'est simplement résumer le point de vue des partisans de Lyell, les partisans de la doctrine de l'uniformité, sur le thème « Il ne faut jamais désespérer de la stratégie actualiste ou uniformitariste, il faut toujours essayer d'expliquer avec des causes familières et repousser le plus possible l'appel à des facteurs différents ou à des rythmes différents. » Mais sur ceci, nous pouvons remarquer que si par cause connue, nous voulons dire des causes agissant présentement avec la même intensité avec laquelle elles ont agi pendant les temps historiques, et là Whewell par temps historique veut dire les temps récents, la restriction est tout à fait arbitraire et dénuée de fondement. Là, vous voyez, c'est une pierre qu'il jette dans le jardin de Whewell, qu'on accorde par exemple que beaucoup de parties de la surface de la Terre connaissent présentement une élévation imperceptible. On ne prétendra pas que le taux de cette élévation est rigoureusement uniforme. Quelles sont alors les limites de sa vélocité ? Pourquoi ne pourrait-elle pas augmenter de sorte qu'on puisse supposer qu'elle ait un caractère de violence que nous appellerons catastrophe en référence à tous les changements déjà enregistrés. La limite de l'intensité étant réellement inconnue, les catastrophes sont aussi probables que l'uniformité. Si un volcan peut se reposer pendant 1000 ans et soudain entrer en éruption et détruire une ville, pourquoi un autre volcan ne pourrait-il pas se reposer pendant 10 000 ans et alors détruire un continent, et aussi un continent, pourquoi pas toute la surface habitable de la Terre? Et ce texte, intéressant, en fait, engage le débat avec Whewell, parce que Whewell prétend que lui, il est quelqu'un de raisonnable qui exclut des choses fantastiques comme les catastrophes dans le passé de la Terre et des changements brusques et violents. Et en fait, Whewell essaye de montrer que ce principe de l'uniformité du rythme est un principe complètement arbitraire et que le géologue aurait tort de négliger ou d'écarter a priori des modes d'évolution des modes de transformation du globe qui seraient pas en accord avec la doctrine de l'uniformité. Et ce genre de choses, à mon avis, a une grande importance quand on essaye de s'intéresser à ce genre de discipline et à la dynamique de leur histoire. Bien entendu, on peut essayer dans l'histoire de ne pas s'en tenir à ce que Lyell proposait. Et donc la critique de Whewell est une critique tout à fait fine et pertinente. Alors, rien ne ressemble dans Whewell, en tout cas, je vais revenir à un point plus général qui a plus directement à voir avec l'histoire humaine et avec l'objet de ce cycle de conférences. Rien ne ressemble dans Whewell à une opposition rigide entre les sciences dures et ce qu'on appelle aujourd'hui les SHS, qui réserverait l'explication aux premières. C'est-à-dire la capacité à rendre intelligible ce qui amène ou ce qui provoque un résultat particulier. Donc, Whewell ne dit pas du tout l'explication, c'est pour les sciences dures, et en ce qui concerne les phénomènes humains, l'explication n'est pas pertinente ou n'est pas possible. Rien n'empêche que les choses humaines, comme par exemple l'histoire des langues, soient l'objet d'une science historique si elle s'élève à des formes d'explication au moyen de lois causales. Seulement voilà, l'histoire des historiens n'est pas, aux yeux de Whewell, une science palétiologique. Et c'est la raison, d'ailleurs, il s'explique très clairement sur ce point, la raison pour laquelle il préfère l'adjectif palétiologique à historique, la raison pour laquelle il ne parle pas de science historique, car, précise-t-il, les formes communes de l'histoire nous disent seulement ce qui a été, mais n'ont pas les moyens d'expliquer au moyen de causes intelligibles les effets qu'elles constatent. Donc, d'une certaine manière, pour Whewell, dans la mesure où il n'y a pas d'explication causale liée à des lois générales, en histoire, ou qu'il n'en voit pas dans les travaux historiques dont il est familier, il préfère réserver le domaine des sciences palétiologiques à des disciplines qui ne sont pas l'histoire humaine. Et il me semble que ça a au moins un avantage qui est celui d'une extrême clarté, parce qu'en fait, ça nous laisse avec 3 issues pour l'histoire des historiens. Soit on dit qu'on est d'accord avec Whewell et on dit qu'il n'y a pas de cause intelligible en histoire, et à ce moment-là, on pensera qu'effectivement, l'histoire est une discipline infra-scientifique et elle présente seulement une succession des faits passés et elle aboutit à quelque chose comme une chronique. Soit deuxièmement, il y aura en histoire des lois causales à découvrir et à expliciter, et à ce moment-là, il y aura une intégration de l'histoire des historiens au genre de projet scientifique dont Whewell se réclame et dont il fait la théorie. Soit enfin, il y aura une troisième possibilité que j'essaierai de développer à la fin, qui serait qu'on aurait bien de l'explication en histoire, mais on passerait à ce moment-là par une conception qui ne passe pas par des lois, par une conception non homologique. Voilà. Alors donc, il me semble qu'en fait, Hempel va reprendre au XXe siècle le problème
qui ne parle jamais de Whewell. Il va reprendre les problèmes de Whewell exactement où Whewell les avait laissés. Et donc j'ai envie de dire la même chose que je disais tout à l'heure pour Whewell, qui si vous allez chez le libraire et vous essayez de lire du Hempel, vous tomberez sur un manuel d'épistémologie qui porte un titre tout à fait peu engageant, qui est donc considéré comme un ouvrage scolaire, et les grands textes d'un des plus grands philosophes de la science au XXe siècle, les grands textes de Hempel que tout le monde étudie dans le monde entier, n'ont pas de traduction facilement accessible aujourd'hui en France. C'est tout à fait dommageable et ça donne une idée du fait qu'il y a vraiment encore énormément de travail à fournir. Par exemple, cet article extrêmement important de 1942, la fonction des lois générales en histoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la fonction des lois générales en histoire ? D'abord, il y a en fait une allergie absolue à des choses qu'on trouvait dans l'Allemagne que Hempel, qui ensuite a émigré aux États-Unis, les choses qu'il avait connues quand il avait fait sa formation philosophique. Et donc Hempel va s'opposer en particulier à un philosophe de la fin du XIXe siècle qui a été extrêmement célèbre pour une distinction qu'il avait faite entre deux formes de pensée scientifique, la pensée scientifique nomothétique et la pensée scientifique idiographique. Donc Windelband, c'est son nom, avait proposé dans une conférence de 1892 quelque chose qui disait qu'il y avait deux régimes de scientificité ou deux objectifs légitimes de l'entreprise scientifique qui étaient tout à fait hétérogènes, tout à fait distincts l'un de l'autre. Et ça, je vous ai mis sur cette diapositive le passage le plus célèbre de cette conférence. Les sciences empiriques cherchent dans la connaissance du réel soit l'universel sous la forme de la loi de la nature, soit le singulier sous la forme d'une figure historiquement déterminée. Les premières sciences empiriques, sont les sciences de la loi, les autres, les sciences de l'événement. Celle-là enseigne ce qui est toujours, celle-ci, ce qui ne fut qu'une fois. La pensée scientifique est, si on peut formuler une expression nouvelle, dans un cas nomothétique, donc elle pose des lois, dans l'autre idiographique, c'est-à-dire elle est une notation de ce qui est particulier, singulier et non pas universel. Voilà. Alors c'est le genre de choses à quoi Hempel est tout à fait allergique. Pourquoi Hempel est tout à fait allergique à cela ? Parce qu'en fait, c'est un héritier du cercle de Vienne, c'est un héritier de l'empirisme logique, et donc lui, dès qu'on lui parle d'opposition entre sciences humaines et sciences de la nature, dès qu'on lui parle d'un côté de la singularité et de l'autre du monde de la loi, eh bien fondamentalement, il voit rouge. Et pourquoi il voit rouge ? Parce qu'il est soucieux de l'unité de la science. Donc sa position, c'est qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre une pensée nomothétique et une pensée idiographique. Il n'y a pas, et il ne peut y avoir qu'un seul régime de scientificité. Et donc, que l'historien cherche à expliquer ce qui ne s'est produit qu'une seule fois, ne préjuge pas de la nature des instruments auxquels il a recours, ni de l'absence de tout rôle pour des lois causales dans cette explication. Alors, c'est une position extrêmement radicale. Le problème, c'est de la rendre un peu plausible. Parce que si vous avez suivi le propos de Hempel, vous avez compris que ce qu'il est en train de dire, c'est qu'au fond, entre quelqu'un qui fait de la physique et quelqu'un qui fait de l'histoire, enfin, tous les deux contribuent à un projet scientifique, à un projet scientifique même et un, et donc il n'y a pas de différence méthodologique fondamentale entre la démarche explicative d'un historien et la démarche explicative dans les formes habituelles des sciences de référence, dont des sciences emblématiques de la scientificité. Et donc la question, c'est de rendre cette position un tant soit peu plausible. Alors dans l'article de Hempel, il y a un exemple que je trouve tout à fait intéressant. C'est l'exemple du Dust Bowl. Mais avant que je vous parle du Dust Bowl, il faut que j'aille au bout de ma présentation des idées de Hempel. En fait, Hempel est resté célèbre en philosophie des sciences pour avoir proposé quelque chose qu'on appelle le modèle déductif nomologique. Et le modèle déductif nomologique, c'est une idée très claire et très précise de ce que c'est qu'une explication. D'abord, une explication en science, c'est une déduction. Donc on part de prémices et on arrive à une conclusion par un lien logique de type déductif. Et deuxièmement, donc d'un côté, vous avez à droite, vous avez ce qu'on doit expliquer, l'explanandum. À gauche, vous avez ce qui sert à l'expliquer. Et dans la forme standard de l'explication qui correspond au modèle déductif nomologique, les moyens de l'explication, généralement, si vous expliquez par exemple une éclipse, vous aurez des prémices empiriques, et puis vous aurez également des lois, où vous aurez au moins une loi de la nature qui intervient comme condition de l'explication. C'est pour ça que ça s'appelle nomologique. Toute explication
correspond à une forme de déduction, et simplement vous aurez dans certains cas des lois strictes, c'est-à-dire universelles, dans d'autres cas des lois probabilistes qui indiquent simplement que quelque chose augmente la probabilité d'autre chose. Voilà. Et pour Hempel, dès que vous avez science, en tout cas des sciences empiriques qui expliquent des choses à partir de circonstances antérieures, eh bien, vous aurez une application sous une forme ou une autre du modèle déductif nomologique. Vous voyez bien que le modèle déductif nomologique, mais qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes historien et qu'on vous demande d'appliquer le modèle déductif nomologique? Alors c'est pour ça que je voulais avoir recours à cet exemple du Dust Bowl que l'on trouve dans l'article de 1942 sur la fonction des lois en histoire. Alors le Dust Bowl, comme vous savez, en fait, c'est ce qui correspond à la Grande Dépression aux États-Unis. C'est les tempêtes de poussière qui ont conduit à une catastrophe écologique majeure dans les années 30, qui a touché les États de l'Oklahoma, du Kansas et du Texas. Et à partir du moment où il y avait donc ces tempêtes de poussière qui rendaient l'exercice des activités habituelles des agriculteurs impossibles, eh bien, il y a eu de très grands mouvements de population et des mouvements de migration induits par la Grande Dépression. Et qu'est-ce que c'est qu'un philosophe? C'est quelqu'un qui est capable de voir des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées et qui est capable de faire des rapprochements qui sont a priori assez peu plausibles, mais qui essayent pour voir si on pourrait aller au bout de l'idée. Et donc le bout de l'idée, c'est que quand on essaie d'expliquer les phénomènes de migration, eh ben, on est dans le modèle déductif nomologique. Et voici comment Hempel va essayer de nous le montrer. On dit, donc c'est dans l'article de 42, on dit certains fermiers américains ont migré en Californie parce que la sécheresse et les tempêtes de sable rendaient leur existence précaire et parce que la Californie semblait leur offrir de meilleures conditions de vie. Vous voyez que ce qui intéresse Hempel, c'est qu'on a un usage de parce que, mais cet usage de parce que, est-ce que c'est un usage sérieux? Est-ce qu'on veut vraiment dire qu'il y a quelque chose comme une explication dans ce genre de cas? Et surtout, ce qui arrête Hempel, c'est que apparemment vous avez simplement un phénomène particulier, la sécheresse, les tempêtes de sable, et puis après vous avez une conséquence particulière qui est le mouvement de migration. On pourrait penser qu'on est un petit peu, comme disait Windelband, on est du côté d'un événement naturel particulier ou d'une catastrophe naturelle particulière, et puis de cette catastrophe naturelle particulière, on va tirer une conséquence démographique particulière, le mouvement de migration. Donc on est dans le particulier, donc ça n'a rien à voir avec des lois, ça n'a rien à voir avec des généralités. Et bien Hempel dit non, pas du tout. C'est une erreur de penser comme ça. En fait, quand on utilise parce que, dit Hempel, du fait des prémices qui sont les siens, on s'engage toujours. On s'engage à avoir un fondement de ce parce que. On ne dit pas parce que comme ça pour le plaisir en liant deux événements particuliers. Parce que, dit Hempel, suppose que le lecteur et l'auteur acceptent en commun une généralité dont l'énonciation est omise et qui est reconnue comme valide. Cette explication repose sur quelques hypothèses universelles comme les populations tendent à migrer vers des régions qui offrent de meilleures conditions. Et donc, l'idée de Hempel, c'est qu'en fait, vous n'avez dans ce genre de contexte le droit de dire parce que parce que vous avez une généralité sous-jacente. Si cette généralité sous-jacente, vous ne l'accepteriez pas, il n'y aurait aucune espèce de lien intelligible entre le fait que d'une part, il y a eu un phénomène de catastrophe naturelle et d'autre part, il y a eu une migration. Vous auriez simplement, comme aurait dit Hume, une succession entre deux événements. Mais là, il n'y a pas une succession entre deux événements, il y a un événement qui est censé expliquer un autre, et s'il explique un autre, c'est que, soutient Hempel, vous devez avoir quelque chose comme une hypothèse universelle qui permet de les relier. Donc, c'est une position tout à fait radicale sur le fait, non, Windelband a tort, il n'y a jamais de lien entre des événements particuliers. Quand il y a un lien explicatif entre des événements particuliers, c'est qu'on suppose une certaine hypothèse universelle. Bon, le problème, c'est qu'on n'est pas tiré d'affaire. On n'est pas tiré d'affaire parce que, nous dit Hempel, on ne peut pas expliquer la migration sans tenir pour vrai une certaine hypothèse générale, mais, ajoute-t-il avec une certaine cruauté, il serait évidemment difficile de formuler cette hypothèse sous la forme d'une loi générale raisonnablement bien confirmée par tous les éléments de preuve disponibles. Donc, d'une certaine manière, Hempel dit très souvent dans ce genre de contextes qui sont des contextes d'histoire ou des contextes de sociologie, eh bien on va passer sous silence la loi à laquelle on fait référence ou la généralité à laquelle on fait sous silence, mais d'une certaine manière ça arrange tout le monde qu'on la passe sous silence parce qu'on serait bien embarrassé s'il fallait la formuler d'une manière correcte. Donc sa position, c'est que l'explication en histoire est formellement analogue à celle qu'on rencontre dans d'autres domaines. Dans bien des cas, les généralités invoquées
sont tenues pour valides, mais elles ne sont pas précisément formulées et leur portée n'est pas précisée. On a alors affaire plutôt à des esquisses d'explication plutôt qu'à des explications en bonne et due forme, car l'explication historique ordinaire souffre d'une forme d'imprécision. Donc, en fait, l'idée de Hempel, c'est qu'il faudrait faire des efforts pour que l'histoire soit un petit peu plus scientifique. Il faudrait des gains de précision qui permettraient de compléter ces esquisses d'explication. J'invoque une généralité ou une hypothèse générale, mais j'essaye de la formuler d'une manière plus claire pour savoir à quel type de cas elle renvoie vraiment. Et en revanche, ce devenir pour être plus précis ou plus clair, d'une certaine manière, ça a un avantage, c'est que pour Hempel, quand on dit il y a des lois en histoire, on n'a aucun préjugé sur ce que ces lois pourraient être ou sur le domaine d'origine de ces lois. Vous voyez, c'est un petit peu comme dans la tradition française, à une époque, il y a eu des sociologues durkheimiens qui disaient « Non, mais l'histoire gagnerait à être davantage sociologique, parce que la sociologie, c'est une science en train de se constituer, elle va apporter des ressources explicatives à l'histoire. » Hempel, il dit une chose un petit peu similaire, il dit d'une certaine manière, l'histoire n'a pas à rester isolée dans le champ scientifique, et ce serait tout à fait bienvenu que pour développer ses capacités explicatives, elle importe plus de sciences sociales, plus de sciences naturelles, et d'une certaine manière, de ce point de vue, ça contribuera à l'unité de la science, parce que l'unité de la science à laquelle des gens comme lui sont très attachés, ça peut être une unité méthodologique, mais à la fin, ça pourrait être également une unité substantielle, une unité des contenus, en tant que pour expliquer certains phénomènes, on ferait appel à des connaissances qui viennent d'un autre domaine. Et dans le cycle de conférences, il y a eu des moments où, je crois, il y a eu une conférence qui portait spécifiquement sur les apports de certaines sciences au travail historique. Voilà, des choses qui vont tout à fait dans le sens de Hempel. Alors, ce qui me paraît frappant, c'est que, en un sens, ce que dit Hempel, c'est que la convergence entre l'histoire et d'autres disciplines est parfaitement envisageable, et ça, la suite de ce que l'on a constaté après Hempel ne lui donne pas tort. Mais en revanche, on ne trouvera pas tellement d'historiens qui se lèvent le matin en se disant je vais rejoindre le modèle déductif nomologique de Hempel, je vais expliquer grâce à des lois, et je vais faire un travail qui est assez proche de celui que l'on trouve dans des disciplines de sciences dures. On n'a pas tellement de succès du modèle déductif nomologique chez les historiens, me semble-t-il. Et en parallèle d'ailleurs, on peut dire que, avec tout le respect qu'on a pour Hempel et qu'on doit avoir pour lui, en parallèle, son domaine, la philosophie des sciences, a évolué, et il y a eu des conceptions alternatives de l'explication qui se sont multipliées et qui n'accordent pas aux lois la même importance que lui. Par exemple, c'est le développement de ce qu'on appelle les explications mécanistes, où on va expliquer ce qui se passe dans un certain système par les interactions des parties de ce système, sans penser que le nerf de l'explication, ce sera quelque chose comme des lois de la nature. Voilà. Donc il me semble que la réflexion de Hempel est extrêmement enrichissante, mais elle nous laisse un peu dans l'aporie, parce qu'elle nous dit des choses que l'on peut parfaitement, avec lesquelles on ne peut qu'être d'accord, à savoir que l'histoire aura à gagner à s'enrichir des ressources de disciplines connexes, mais elle nous donne une idée, un certain modèle à prendre ou à laisser de ce que c'est que l'explication en histoire, sur lequel on peut continuer à s'interroger, avec qu'on n'a pas forcément vocation à adopter. Alors, je rentre dans la troisième partie de mon propos, troisième et dernière partie de mon propos, qui est: est-ce qu'on pourrait faire une alternative à ce que nous propose Hempel? Est-ce qu'on pourrait développer une philosophie à partir de l'histoire? Et si on veut développer une philosophie à partir de l'histoire, d'une certaine manière, je dirais que non seulement ce serait dire des choses un petit peu différentes de celles que j'ai proposées depuis le début, mais ce serait d'une certaine manière changer de méthode, c'est-à-dire au lieu d'avoir un modèle de scientificité et puis un modèle de l'explication qui est défini de manière générale, et puis après on va voir le travail historique et on dit est-ce qu'on peut appliquer les généralités sur l'explication au travail historique, ce qu'on pourrait peut-être essayer de faire, c'est de prendre les choses dans l'autre sens, c'est de se dire, regardons ce que c'est qu'expliquer en histoire, prenons des échantillons d'explications historiques, et puis essayons d'expliciter ce que font les historiens pour essayer de voir méthodologiquement à quoi ça ressemble et sous quelles conditions ça peut marcher.
Donc ce que je proposerais, c'est non pas de définir un autre modèle, mais de regarder du travail historique et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors évidemment, si on fait comme ça, on ne va pas passer en revue toute la bibliothèque des travaux passionnants de l'histoire contemporaine. Donc il fallait un choix, et mon choix, c'est celui-ci. C'est un livre qui est paru en 2019 en anglais, qui s'appelle en anglais The Anarchy, qui vient d'être publié par un très joli éditeur français qui travaille magnifiquement bien. Moi, j'ai du respect pour les éditeurs qui travaillent bien, parce que c'est difficile de faire des beaux livres, et c'est difficile de maintenir une activité de qualité à l'époque du digital. Donc, les éditions Noir sur Blanc, qui sont les éditeurs fidèles de cet historien William Dalrymple, ont publié en octobre dernier Anarchy, l'implacable ascension de l'East India Company. Alors, je dis juste un mot de William Dalrymple, il y a beaucoup d'historiens de talent aujourd'hui, il y en a même tellement que c'est vertigineux, je trouve, mais William Dalrymple, il a plusieurs particularités. Donc il est né en Écosse en 1965, il est fixé en Inde, c'est en particulier un historien de l'Orient et de l'impérialisme britannique. Et puis, c'est aussi un conteur hors pair. Donc, le travail, je vais le parler de lui au titre des ambitions explicatives du livre qui s'appelle Anarchy. Mais voilà, si vous êtes sensible à la couleur locale, si l'Orient et l'Extrême-Orient, ça vous fait rêver, alors ne manquez pas les ouvrages de Dalrymple. Car les ouvrages de Dalrymple, vraiment, on voyage dans le temps et on voyage dans l'espace et on découvre des choses absolument fascinantes. Alors, l'implacable ascension de l'East India Company. Pourquoi s'intéresser à l'East India Company, la compagnie des Indes orientales ? D'abord parce qu'au XVIIIe siècle, c'était devenu une des sociétés de commerce les plus prospères au monde, si ce n'est pas la société de commerce la plus prospère au monde. Donc c'était une sorte de mastodonte de l'économie du XVIIIe siècle. C'était quelque chose de tout à fait comparable aux plus grandes multinationales d'aujourd'hui. Et puis deuxièmement, ce qu'on découvre peu à peu en lisant le livre, si on n'en était pas totalement familier, c'est que d'une certaine manière, elle a joué un rôle historique tout à fait étonnant. Quand on n'est pas totalement familier de ces choses, la domination britannique en Inde, sur laquelle vous avez tous vu des films, on a l'impression au départ que c'est une affaire d'État à État. On imagine les Anglais, la nation anglaise, le gouvernement anglais, qui prend pied sur le sol de l'Inde et qui se met à conquérir ou qui se met à coloniser l'Inde. Mais en fait, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Ce que montre en fait Dalrymple, c'est qu'au départ, cette conquête de l'Inde, c'est l'œuvre d'une société privée. C'est l'œuvre d'une société de commerce qui en fait s'est appropriée d'abord l'économie, la vie économique en Inde, et puis dans un deuxième temps, s'est appropriée l'Inde elle-même ou de très grandes parties de celle-ci. Donc un petit peu, vous voyez, c'est un livre extraordinaire sur la relation entre la sphère publique et la sphère privée. Vous voyez, c'est un petit peu comme, vous savez, il y a des gens qui privatisent des espaces, genre pour une soirée, on va privatiser un espace public. Il y a des gens qui privatisent la Tour Eiffel ou privatisent des musées pour des événements réservés à des happy few. D'une certaine manière, ce qu'avait réussi l'East India Company au XVIIIe siècle, c'est la privatisation d'un sous-continent. Ce qui est tout de même quelque chose d'absolument stupéfiant, grâce à une armée privée et grâce à une politique machiavélique extraordinairement efficace, sans merci et sans aucune espèce de scrupule. Voilà. Alors, je voulais vous montrer ce tableau, qui est un tableau qui représente un événement historique extrêmement important. Alors, vous voyez quelqu'un qui est sur un dais, qui est donc l'empereur moghol, qui s'appelait Shah Alam, et puis vous avez, en fait, il lui tend un document et vous avez en face un personnage en rouge qui est un personnage historique extrêmement important qui était Robert Clive, qui a été un des grands agents de la montée en puissance de la Compagnie des Indes orientales en Inde. Robert Clive a été en particulier le vainqueur d'une bataille célèbre qui est la bataille de Plassey en 1757, qui a été un des moments clés qui installe la domination anglaise et la domination de la Compagnie des Indes orientales sur le territoire indien et en particulier sur le territoire du Bengale. Alors en fait, qu'est-ce qu'on voit sur ce... De quoi s'agit-il en fait ? Il s'agit donc de l'empereur Shah Alam qui est en train de tendre un document à Robert Clive. Mais c'est un moment tout à fait extraordinaire parce que ce que reçoit Robert Clive des mains de l'empereur moghol, en fait, c'est l'autorisation de lever l'impôt en son nom dans le nord-est de l'Inde. Et en fait, ça met
la Compagnie des Indes orientales en position de pratiquer une forme d'extorsion de fonds à grande échelle. Vous voyez, c'est le moment, c'est une forme de légalisation du racket fiscal. Ils sont devenus en position de faire de l'extorsion de fonds, mais en ayant mandat pour le faire. Voilà. Donc c'est un moment totalement stupéfiant de cette histoire. Voilà. Et donc, qu'est-ce que Dalrymple veut apporter au sujet de cette histoire ? Alors, il dit dans l'avant-propos de Anarchie, cet ouvrage ne vise pas à fournir une histoire complète de l'East India Company, et encore moins une analyse économique de ses activités marchandes. Donc cet ouvrage, tente de répondre à la question de savoir comment une société commerciale, basée dans un immeuble de bureaux londonien, qui d'ailleurs au début ne payait pas de mine, donc il y avait une sorte d'affectation de modestie de la Compagnie des Indes orientales à Londres, alors qu'elle était en train de prendre une importance extraordinaire en Inde, comment cette société a pu remplacer, entre 1756 et 1803, le puissant empire moghol comme maître du vaste sous-continent indien. Et donc vous voyez que le projet de ce livre, Anarchie, est un projet explicatif. Il s'agit d'expliquer comment la Compagnie des Indes orientales a pu connaître ce qu'il appelle cette implacable ascension. Il y a des éléments, alors expliquer un si grand succès, il y a des éléments explicatifs. Alors d'abord, l'empire moghol était un empire décrit comme déclinant, morcelé et exposé à des menaces internes. Donc il était sur une pente descendante, et il était dans un état où sa fragmentation et la diminution d'importance du pouvoir central était déjà très, très présente. Donc ça, c'est un premier élément explicatif. Le deuxième élément explicatif qu'on pourrait invoquer, c'est la supériorité militaire des Européens. Mais, dit Dalrymple, le facteur crucial fut sans doute le soutien dont bénéficiait la compagnie de la part du Parlement britannique. Leur relation devint de plus en plus symbiotique au fil du XVIIIe siècle, jusqu'à se transformer en ce qu'on appellerait aujourd'hui un partenariat public-privé. Et il y a en particulier un moment tout à fait extraordinaire dans l'histoire de l'East India Company. C'est le moment où, en fait, ces affaires périclitent en Inde et où, d'une certaine manière, elle est renflouée par la couronne britannique. Donc il y a une opération de renflouement, un petit peu comme on a vu dans la crise financière d'il y a une quinzaine d'années. D'une certaine manière, la compagnie des Indes est devenue trop importante pour pouvoir échouer, et quand elle est sur le point d'échouer, eh bien le Parlement britannique, quand même moyennant quelques concessions, vole à son secours et lui permet de continuer à exister. Alors moi, ce qui m'intéresse dans tout cela, à part que c'est un livre qui se dévore comme tous les livres de Dalrymple, c'est que d'une certaine manière, on est renvoyé à des questions mais dans ce cas-là, c'est quoi expliquer ? Alors, il y a une littérature sur la causalité très abondante, et il y a une caractérisation de la causalité qui m'intéresse bien, c'est que une cause, fondamentalement, c'est quelque chose qui introduit une différence dans un processus. Vous ne parleriez pas de cause si une cause n'était pas quelque chose qui fait la différence entre ce qui est arrivé et ce qui aurait pu arriver. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à la conférence remarquable qu'on a eue de Pierre Saint-Gravelou et Quentin de Lurmos sur l'histoire contrefactuelle. Donc fondamentalement, dire que le facteur crucial a été le soutien dont bénéficiait la compagnie de la part du Parlement britannique, c'est dire que sans le soutien de la part du Parlement britannique, la compagnie n'aurait pas pu avoir dans le temps l'essor remarquable qu'elle a eu. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait essayer de valider en se rendant compte que le jour où la couronne britannique a cessé au XIXe siècle de soutenir la Compagnie des Indes orientales, celle-ci a purement et simplement cessé de disparaître, cessé d'exister comme la puissance qu'elle était. Ce qui, d'une certaine manière, confirmerait l'idée qu'elle avait absolument besoin de ce soutien officiel. Donc, ce qui me frappe donc, c'est qu'on a un usage de cause qui est à peu près celui de Sartorio ou d'autres penseurs de la causalité lorsqu'ils disent qu'une cause est quelque chose qui introduit une différence dans un processus. Donc le soutien dont bénéficiait la compagnie de la part du Parlement britannique est quelque chose qui introduit une différence dans le cours de l'histoire de la Compagnie des Indes orientales. Et donc je dirais que Dalrymple n'explique pas les succès de la Compagnie des Indes orientales en les déduisant d'une ou plusieurs lois. Dans le livre de Dalrymple, qui est un très bon livre d'histoire et qui a une ambition explicative et qui me semble réussir à parvenir à ses fins, vous verrez pas tellement de lois invoquées par Dalrymple. Son travail d'historien, et c'est là qu'il peut y avoir, me semble-t-il, erreur et débat,
peut-être qu'on peut discuter les hypothèses explicatives qui sont les siennes, et par exemple le rôle de ce partenariat privé-public qu'il pointe consiste à évaluer le rôle de certains faits et leur importance comme antécédents causaux cruciaux d'autres faits. Voilà. Donc, non pas des lois causales, mais plutôt des difference makers, des causes comme facteurs de différence. Et puis, une autre chose qui me paraît importante dans des analyses récentes de la causalité, c'est l'idée de causalité par omission. Donc, en fait, l'absence de quelque chose peut très bien avoir un rôle causal. Ce qui est cause, c'est pas simplement des choses qui existent ou qu'on peut toucher physiquement, c'est également, dans certains cas, le fait que quelque chose n'est pas là pour réfréner un certain processus. Et ça me paraît particulièrement vrai ou important dans le cas de la Compagnie des Indes, parce que ce qui lui permet de se développer comme elle se développe, en enrichissant ses actionnaires, parce que d'une certaine manière c'est son but principal, eh bien c'est l'absence de toute espèce de contrôle étatique. Alors à la fin du XVIIIe siècle, il y aura des tentatives avec le Regulating Act de contrôle étatique de la société, de la Compagnie des Indes orientales, mais ça ne va pas très très loin. Et puis aussi, c'est l'absence de toute charte qui lui défendrait certains types d'actions. Donc vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens pour penser que dans l'évaluation des entreprises, eh bien, il faut des critères qui ne sont pas des critères financiers. Par exemple, les critères de est-ce qu'il y a une nuisance vis-à-vis de l'environnement, est-ce que l'environnement est respecté, est-ce qu'il y a des critères, est-ce que la gouvernance est bonne, est-ce que du point de vue social et sociétal, les choses vont bien, etc. Mais évidemment, à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, il n'y a rien de tout ça. Il y a simplement le fait que la Compagnie des Indes orientales est là pour enrichir ses actionnaires et qu'elle est mue par une chose qui s'appelle l'appât du gain. Voilà, ni plus ni moins. Alors, de ce point de vue, je pense qu'on ne peut pas quand on lit un livre qui est écrit avec beaucoup d'humour, mais également avec beaucoup de passion par son auteur, c'est un spectateur engagé Dalrymple, on ne peut pas ne pas se poser des questions relatives à l'objectivité en histoire, au fait que toute histoire est une histoire dans une certaine perspective et d'une certaine manière se poser des questions sur l'impartialité ou la partialité de l'auteur. Donc bien sûr, je crois qu'il faut être très clair. En fait, Dalrymple, il a évidemment un agenda lorsqu'il nous raconte cette histoire. Il nous raconte pas simplement l'histoire de la Compagnie des Indes orientales pour nous raconter l'histoire de la Compagnie des Indes orientales. En fait, il entend nous faire réfléchir d'une part au danger du laisser-faire. Il y a des gens aujourd'hui qui nous disent qu'il faut libérer de ses carcans l'entreprise. Et bien d'une certaine manière, Dalrymple, avec un certain humour, nous dit mais alors quand il n'y a plus de règles du tout, voilà ce qui arrive. Et voilà les choses terribles qui sont arrivées en Inde à travers l'expansion de la Compagnie des Indes orientales. Et puis également, il veut nous faire réfléchir aux questions qui sont liées aux problèmes qui sont liés à des multinationales tournées vers la recherche exclusive du profit et l'enrichissement de leurs actionnaires. Donc en gros, la Compagnie des Indes orientales dans le livre, c'est les GAFA plus une armée privée. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc il essaie de nous montrer ce qui se passe quand vous avez les GAFA avec une armée privée. Bon. Et donc bien sûr, il a un parti pris, qui est un parti pris de dénonciation. Mais je pense qu'il ne suffit pas d'être un militant anti un certain nombre de choses pour être un bon historien ou pour être un historien majeur. Et donc l'intérêt du livre n'est pas dans les opinions d'arrière-plan de son auteur. Il ne suffit pas d'avoir une sorte d'associer certaines multinationales à certains mots pour être un historien de valeur. Mais en fait, l'intérêt du livre réside dans, premièrement, la capacité de celui-ci, de Dalrymple, à argumenter. C'est-à-dire à montrer que vraiment, c'est le fait, par exemple, qu'il n'y avait pas de contrôle étatique et que cette compagnie faisait à peu près ce qu'elle voulait, qui lui a permis c'est l'aide du gouvernement britannique sans contrepartie qui lui a permis de se développer comme elle s'est développée. Deuxièmement, l'intérêt du livre demeure ou réside en grande partie dans l'aptitude de son auteur à demeurer charitable. Par exemple, il y a un personnage très intéressant dans le livre qui est Warren Hastings, et c'est tout à fait ce qu'on appelle en général l'ironie de l'histoire. Warren Hastings est un des rares dirigeants de la Compagnie des Indes orientales à avoir essayé de diminuer sa nocivité en Inde, et c'est le seul à avoir eu un procès retentissant en Angleterre.
Donc il a fallu que ce soit sur lui que ça tombe, si vous me permettez de parler d'une manière un petit peu dans un français un peu relâché, alors qu'il était sans doute un des plus conscients sur le fait qu'il y avait quand même beaucoup de maux qui étaient causés par l'exploitation de l'Inde. Il a fallu qu'il ait un procès retentissant à Londres à la fin du XVIIIe siècle et une tentative d'impeachment, alors que c'était sans doute un des personnages qui était le plus conscient du fait que, bon, on avait peut-être le droit de faire des affaires en Inde, mais on n'avait peut-être pas tout à fait le droit de traiter les Indiens comme on les traitait, les habitants de l'Inde, dans le contexte de l'époque. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui avait des scrupules et qui essayait d'améliorer les choses. Et Dalrymple est tout à fait conscient du fait que entre Clive, que je vous ai montré tout à l'heure, et Hastings, il y avait des approches qui étaient quand même des approches assez différentes de ces questions. Et puis enfin, il y a quand même aussi l'intérêt du livre, c'est son aptitude à accorder un juste poids à chaque facteur explicatif. Et bien sûr, si les choses se sont passées comme elles se sont passées, il y a sans doute pas seulement l'extraordinaire puissance de la Compagnie des Indes orientales et l'astuce dangereuse de ses dirigeants, il y a également des choses qui ont à voir avec ce qui ne fonctionnait pas en Inde ou ce qui avait cessé de fonctionner en Inde. Et en particulier, il pointe quelque chose de très important, c'est que les empereurs moghols ont perdu beaucoup en autorité et en prestige à partir du moment où ils sont devenus religieusement intolérants. Et qu'aussi longtemps qu'ils étaient religieusement tolérants, c'est ce que Dalrymple tend à dire, en fait, ils étaient davantage écoutés et davantage respectés, et l'Inde était davantage unie sous leur règne, et qu'à partir du moment où ils ont voulu sélectionner entre leurs sujets du point de vue de leur religion, eh bien les choses ont commencé à aller nettement plus mal pour eux. Voilà. Alors, puisque j'en étais dans ma galerie des philosophes importants, je ne pouvais pas ne pas mettre un philosophe qui me paraît particulièrement important, qui était Stuart Mill. Alors Stuart Mill a une double particularité dans cette conférence. D'une part, c'était le rival de Whewell, et d'autre part, c'était, Le Monde est ainsi fait, quelqu'un qui n'avait pas une chaire académique, qui était un employé de la Compagnie des Indes orientales. L'unique emploi qu'a jamais eu Mill était un emploi comme dans un bureau à Londres pour l'East India Company, qu'il a d'ailleurs défendu, ce qui, d'une certaine manière, jure un peu avec le profil qu'il a généralement d'avoir été un philosophe progressiste qui était toujours du bon côté. Mais Mill a dit des choses très très intéressantes sur la causalité, et en particulier l'idée qu'en fait, il ne faut pas parler de cause au singulier en général, il faut parler de... quand on parle de cause au singulier, en fait, on veut dire une série de conditions. Voilà. Donc une cause, c'est l'ensemble des conditions de quelque chose. Donc il était tout à fait attentif à cette question de la pluralité des facteurs causaux. Et puis deuxièmement, Mill, c'est quelqu'un qui dit qu'en général, parmi les éléments, parmi les conditions de quelque chose, on va généralement avoir des biais pour en mettre un en avant plutôt que d'autres, suivant les choses auxquelles on s'intéresse. Et ça, c'est une remarque qui me paraît extrêmement intéressante, parce que ça consiste à dire il y a toujours dans les analyses d'un processus causal des raisons pour lesquelles on s'intéresse à ce processus, et ça va créer un biais qui fait qu'on va mettre certains facteurs causaux en avant plutôt que d'autres. Et ça, je pense que ça s'appliquerait assez bien à l'analyse de Dalrymple, en tant que il s'intéresse au partenariat public-privé parce qu'il essaye de dégager les conditions de la prospérité de la Compagnie des Indes orientales. Si c'était intéressé à l'histoire de l'Inde dans une autre perspective, il aurait peut-être privilégié autre chose. Voilà. Donc toujours, c'est pas qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est qu'en fait, on dit toujours ce qu'on a à dire par rapport à un certain objectif. Et bien sûr, il faut toujours être conscient de cette relation entre les fins et les moyens, ce qu'on essaye de montrer, les choses qu'on essaie d'expliquer et les moyens qu'on réunit pour l'expliquer. Voilà. Alors on va aller vers mes conclusions, qui ne vont pas être très longues. Premièrement, alors dans les gens qui ont eu une réflexion importante sur la science et sur les secteurs différents de la science, il y a quelqu'un qui reste aussi à découvrir très largement en France, qui s'appelait Crombie, qui avait fait un travail historique sur ce qu'il appelait les styles scientifiques. Donc en gros, la manière dont la science peut être faite. Alors, par exemple, pour lui, la science de laboratoire, c'est un style scientifique, parce qu'il y a certaines conditions pour faire de la science de laboratoire, et ça oriente les chercheurs dans une certaine direction. Mais parmi les styles scientifiques que distinguait Crombie, il y a ce qu'il appelait la méthode de dérivation historique. La méthode de dérivation historique serait un certain style scientifique, et quand on s'inspire de ce style scientifique, ou quand on travaille en fonction des réquisites de ce style, on infère le passé du présent et on explique le présent comme développement du passé.
On peut trouver ça en histoire, on peut trouver ça dans la biologie de l'évolution, et d'une certaine manière, la présentation que je vous ai faite de Whewell, c'est la présentation d'un examen systématique de cette méthode ou style qui donne lieu à une classe d'enquête. Classe d'enquête dans laquelle il y a une inférence du passé à partir... on infère le passé du présent, on cherche à reconstruire le passé à partir du présent, et après on essaie d'expliquer le présent comme développement du passé. Voilà. Deuxièmement, Hempel nous lègue l'idéal régulateur d'une discipline historique qui s'enrichit de connaissances multiples sans être pour autant dénaturée. Voilà. Et ça, c'est tout à fait à son honneur, mais on peut renoncer à sa conception en termes de loi de l'explication en histoire sans renoncer à la dimension explicative de l'histoire, me semble-t-il. Troisièmement, on pourrait donc essayer de proposer une philosophie à partir de l'histoire. Et qu'est-ce qu'on fait si on fait une philosophie à partir de l'histoire ? Eh bien, au lieu d'aborder l'histoire avec une conception philosophique d'arrière-plan de ce qu'exige l'explication scientifique en général, on peut essayer d'expliciter comment les historiens expliquent. Et deuxièmement, comme on a essayé de le faire avec Dalrymple tout à l'heure, et puis on pourrait le faire avec dans d'autres cas, et deuxièmement, on peut essayer de dériver de leurs pratiques à toutes fins utiles, une certaine idée des bonnes pratiques explicatives en histoire, en cherchant dans la littérature philosophique de quoi la préciser. Par exemple, l'idée des causes comme difference makers, l'idée de causalité par omission, etc., etc. Bien sûr, c'est un chantier que je n'ai fait il resterait beaucoup de choses à faire en la matière. Et conclusion 4, bien sûr, le perspectivisme historique. Tout travail historique s'inscrit dans une certaine perspective. Le perspectivisme historique n'est pas le relativisme dans lequel tous les points de vue, tout pourrait être défendu. C'est simplement le renoncement à une histoire totale. Comme par hasard, l'histoire totale, c'est celle que voulaient les gens qui voulaient faire de la philosophie de l'histoire. Ils voulaient faire une philosophie de l'histoire totale de l'humanité. Je crois qu'aucun historien ne fait une histoire totale de l'humanité, même si maintenant ils font souvent des histoires à très grande échelle. Et ça n'empêche pas, en fait, le fait que tout travail historique soit dans une certaine perspective. Ça n'empêche pas, me semble-t-il, et j'aimerais un tout petit peu y insister pour finir, une sorte de cahier des charges commun. Le cahier des charges commun, c'est ce que certains philosophes aujourd'hui, comme John Dupré, disent quand ils disent en fait il n'y a peut-être pas d'unité de la science parce qu'il y a des façons de faire de la science qui sont très différentes entre elles. En revanche, il y a certainement quelque chose comme une unité de la connaissance parce que la connaissance, ça suppose des formes de vertu de l'esprit ou de développer ou de cultiver certaines vertus. Et en fait, c'est un peu toujours les mêmes vertus. Genre, sois sensible aux faits. Si tu commences par écarter les faits, l'enquête commence très mal. Sois pertinent, c'est-à-dire si tu veux faire une explication, intéresse-toi à des facteurs qui sont pertinents plutôt qu'à des facteurs qui ne sont pas pertinents. Sois ouvert aux objections, parce qu'évidemment, si on commence par mettre toutes les choses qui embarrassent vos hypothèses de côté, ça commence assez mal. Ne contredis pas des acquis partagés sans nécessité. Ça, c'est la valeur de cohérence. On essaye de travailler en cohérence avec ce qui existe déjà, à moins qu'il y ait des raisons éminentes de contester les acquis et donc de penser que s'il y a une non-cohérence, alors il vaut mieux réviser des choses qu'on croyait acquises plutôt que renoncer à ce qu'on voulait ajouter, etc., etc. Donc en gros, le cahier des charges d'une entreprise de connaissances est assez commun, il est assez standard et d'une certaine manière, le travail historique puise dans cet arsenal d'une manière assez topique en fait. Voilà. Alors je vais m'arrêter là et je voulais m'arrêter en évoquant un autre volume de William Dalrymple pour vous donner des idées de lecture au cas où vous ayez envie de lire des choses à la fois distrayantes et intéressantes. Vous savez qu'il y a une guerre d'Afghanistan qui vient de se terminer. Et là, en fait, Dalrymple nous raconte la première guerre d'Afghanistan, ce qui lui permet de se moquer encore un peu plus de ses compatriotes britanniques qui entrent dans ce pays qu'ils ne connaissent pas au milieu du 19e siècle, l'Afghanistan, qui croient le dominer et pouvoir y faire ce qu'ils veulent, et puis qui tombent tout simplement sur le fait que c'est un monde qu'ils ne connaissent pas, qui va leur résister et qui va leur infliger des défaites cuisantes. Voilà. Du danger de faire des choses dans des contextes que l'on ne comprend pas. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.